Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous allons parler de ce grand défi sur l'organisation et le fonctionnement du fonds minier pour les générations futures. Vous le savez, très récemment, le président de la République a pris une ordonnance pour nommer les mandataires qui devront assurer la gestion du fonds minier pour les générations futures comme donc un établissement public. Et donc, dans les camps de la société civile du secteur minier, il y a beaucoup de désespoir, beaucoup d'inquiétude. On croit qu'on est allé vite en besogne alors qu'il y avait des choses à faire. Donc, un défi, comment organiser un fonds mine pour que les missions qui sont donc attendues pour ce fonds puissent s'accomplir pour, bien entendu, les générations futures. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Adrien Mouignemali. Il est le président de la LITRAS. La LITRAS, donc, c'est la Ligue pour la transparence des entreprises du secteur extractif. Donc, je crois, si j'ai bien prononcé. Alors, Maître Adrien, bonjour. Bonjour, cher Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour m'avoir invité dans cette grande émission qui est très poursuivie, qui est très suivie par plusieurs téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi. Comment va la LITRAS? La Ligue pour la transparence dans les secteurs extractifs se porte très bien. La LITRAS est une organisation non gouvernementale des jeunes Congolais qui milite pour la bonne gouvernance dans la gestion du secteur extractif. Donc, je peux dire aujourd'hui inquiet, bien sûr, de ces nominations, mais ça va bien. On a le moral positif. Moral positif. Et pourquoi vous vous intéressez uniquement au secteur minier? Alors, nous sommes les jeunes qui étions réunis en 2019, le 5 janvier 2019, pour créer cette organisation, parce que c'est à la suite du combat que nous menons dans plusieurs secteurs, notamment la gouvernance et la démocratie. Mais nous avons compris que le problème fondamental de notre pays qui amène même à l'instabilité, c'est le sous-sol congolais et primordialement les mines. Alors nous nous sommes dit, au lieu de s'attaquer aux conséquences, il faut s'attaquer aux causes. Donc nous avons estimé que s'il y a la bonne gouvernance dans les secteurs miniers principalement, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus sans même combat, parce que le vrai problème de notre pays, je ne veux pas entrer dans l'insécurité et consorts, c'est principalement le secteur minier. Aujourd'hui, on dit peut-être pour stabiliser l'économie, il faut l'agriculture, et puis il faut voir avec l'environnement, avec les forêts. Vous refusez tout ça, vous allez dans les secteurs miniers parce qu'il y a de l'argent. Pas nécessairement, parce que comme je le dis, le secteur minier ou les mines, c'est un cadeau divin. Donc Dieu a donné aux Congolais, tous, à l'unanimité, comme cadeau les secteurs miniers, donc le sous-sol. Donc il n'y a personne qui a prié pour que le Congo soit riche en sous-sol, et Dieu n'a donné à aucun individu particulièrement. Donc nous avons estimé que c'est vrai. On ne peut pas parler du sous-sol sans parler du sol. Mais le sol, comme l'agriculture, demande un investissement. Donc il faut investir dans ce secteur, et aussi c'est pour les biens, bien sûr, pour les besoins quotidiens. Mais le sous-sol, c'est une production. Donc aujourd'hui, le sous-sol congolais fait vivre le monde de demain. Donc le monde de demain, comme on dit, la RDC, c'est un pays solution. C'est pas un slogan, c'est une évidence, parce qu'avec le cobalt, avec le lithium, le monde va dépendre de la RDC. Ce qui est un peu différent avec l'agriculture, parce que chaque pays peut faire de l'agriculture. Aujourd'hui, on a même de l'agriculture sans sol naturel. Donc ce qui est différent, ce qui est voire même impossible avec les matières premières du secteur minier. Voilà, c'était juste pour entrer dans les bains de notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'organisation
et le fonctionnement du fonds minier pour les générations futures, un nouvel établissement public, les fonds miniers. Je veux dire qu'il y a encore des fonds dans les secteurs social. Il y a les fonds sociaux de la République, il y a d'autres fonds pour l'investissement. Et c'est sur cette liste-là qu'on peut aligner aussi les fonds miniers pour les générations futures, je crois. Alors, c'est quoi les fonds miniers pour les générations futures? Parce que c'est un nouvel établissement qui vient de naître, qu'on ne connaissait pas. Et c'est quoi les fonds miniers et d'où provient les fonds miniers pour les générations futures? Je suis très heureux de débattre avec vous, experts aussi en la matière, de cette question de fonds miniers pour les générations futures. Parce que pour nous, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes en retard par rapport à la mise en place de ce fonds, même si on dit que c'est un nouvel établissement. L'histoire nous renseigne que le premier fonds de ce genre a été mis en place en 1876, donc au 19e siècle. Et en Afrique, le premier pays, c'était déjà en 1994, et c'est le Botswana qui a mis en place le fonds Pula. Et nous, la République démocratique du Congo, après plus d'un siècle d'exploitation minière, il était inconcevable qu'on ne puisse pas avoir de fonds. Et comme vous le savez, le code minier de 2002, qui était un code attractif des investisseurs, a prouvé à la face du monde que le Congo était une terre où les investissements pouvaient se faire dans les secteurs miniers. Mais malheureusement, cette épineuse question du fait que nous sommes un scandale géologique, mais la population reste pauvre, nous a permis, nous, les membres de la société civile, particulièrement les jeunes, à pouvoir réfléchir sur l'alternative. La question fondamentale, pourquoi nous avons des ressources naturelles dans notre pays et que nous ne profitons pas. Vous pouvez partir, il y a des villages tout entiers qui ne sont plus vivables, qui existaient avant, mais le fait qu'il y a des entreprises minières qui viennent s'installer, parfois on délocalise ces villages, et c'est toute une culture qui est effacée. Mais quelle est l'alternative? Quelle est la contrepartie? Nous n'en avons pas, c'est pourquoi lors de la révision du Code minier de 2018, la société civile s'était insurgée sur cette question et a voulu résoudre le problème à la base. Le problème de paradoxe. Le paradoxe, le fameux paradoxe des pays riches, mais avec une population pauvre. Et c'est comme ça des pays comme la Norvège, quand la Norvège a découvert qu'ils avaient des ressources naturelles, principalement le pétrole, avant de lancer à l'exploitation, la Norvège a d'abord modifié dans la Constitution, il est écrit que le sol et le sous-sol norvégien appartiennent à la population norvégienne. Ça, c'était pour donner à la population plus de pouvoir. Et immédiatement, on a mis sur pied déjà le fonds norvégien, qui est aujourd'hui un des plus grands fonds souverains avec un capital de 1186 milliards de dollars. Donc, c'est au-delà. Alors, c'est cette idée, c'est cette inspiration que nous avons eue aussi en 2018. Nous nous sommes dit, non, mais il est inconcevable qu'un pays comme le nôtre, nous puissions exploiter les minéraux des années, il n'y a pas de traces. Et nous, qui sommes maintenant les générations futures de ceux qui étaient hier, nous puissions seulement constater qu'à Kipushi, il y a des trous qui sont restés sans suite. Vous allez à Kolwezi, à Fungourme et consorts. Il faut aller jusqu'à Mbushima parce qu'il y avait autant de mines qui ont disparu. Alors, et il n'y a pas de traces. Donc la ville est restée toujours pauvre, la population pauvre. On se demande est-ce que l'histoire qu'on nous raconte est toujours valable? Est-ce que c'est vrai? C'est dans cette dynamique que nous nous sommes dit qu'il faut mettre sur pied un fonds. C'est vrai, dans d'autres pays, ils appellent ça fonds souverain parce que c'est l'idée de l'État. Donc, comme j'ai donné l'exemple de la Norvège, donc c'est l'État qui a pris cette initiative. C'est comme ça qu'ils appellent ça fonds souverain parce que ça dépend de la souveraineté de l'État. Mais chez nous, nous avons évité ce concept parce que nous savons que si nous disons de ce fonds un fonds souverain, l'État va se l'approprier et du coup, l'objectif risque de ne pas être atteint. Je vais y arriver. C'est là que
La société civile, dans le cadre de l'initiative pour la transparence des industries extractives LITIE, auquel la RDC a adhéré, on se retrouvait autour de la table. La société civile a milité pour qu'il y ait la mise en place de ce fonds, qui est le fonds minier pour les générations futures. C'était la première étape, c'est qu'il fallait qu'au niveau du code minier, du règlement minier, qu'il y ait des dispositions qui instituent ce fonds. Et ce fonds a été institué par l'article 8 bis du code minier. Et à l'article 242 du code minier, il y a la répartition. Et dans la répartition, dans d'autres pays, c'est l'État congolais, dans le budget de l'État, qu'il y a une quotité, comme sous forme de rétrocession, qui ravitaille ce fonds. Mais dans notre pays, avec l'expérience des rétrocessions que nous avons connues, nous nous sommes dit, niet, si nous allons sur ce chemin-là, nous n'aurons rien. Du coup, il fallait faire de ce fonds la dépendance au niveau du contribuable direct qui est... Alors, il faut corriger tout de suite pour dire nous n'aurons rien, il faut dire la population n'aura rien. Parce que nous, on risque de penser que c'est la Litras, les NRDI, AFWatch et autres ONG qui veulent s'approprier l'argent. Non, comme vous le savez, le combat de la société civile, c'est le combat du peuple. Donc nous sommes les porte-parole, donc c'est une structure organisée de la population. Donc c'est dans ce cadre, merci pour cette précision. Alors c'est pourquoi nous avons mis ça dans la redevance minière. Pourquoi? Parce que la redevance minière, c'est un peu comme le loyer. Donc une entreprise minière vient exploiter le sous-sol congolais. En contrepartie, il paye à l'État. Et ce qu'il paye, c'est ce qu'on appelle la redevance minière. Et nous avons estimé à 10% cette redevance minière est payable à la source. C'est-à-dire l'entreprise elle-même, quand elle paye, sur base de la note de débit faite par la division de mines, l'entreprise paye déjà les 10% au fonds minier pour les générations futures. Ça, c'était la première étape et nous avons gagné cette première étape parce que le Parlement a accepté avec les différents députés avec lesquels nous avons travaillé. Le président de la République a promulgué la loi. La loi est entrée en vigueur. La deuxième étape, c'est qu'au niveau de l'article 8 bis, quand vous lisez l'alinéa 2, renvoie le statut, organisation et fonctionnement à la prise d'un décret du Premier ministre. C'était la deuxième étape. Donc on devrait se retrouver autour d'une table pour maintenant dire quel type de faux mines il faut pour notre pays. Et ce, en considérant déjà les fonds qui existent, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, le FPI, le fonds forestier, le fonds social, le fonds pour les hydrocarbures, les FONER et consorts, voire faire cet état des lieux des fonds qui existent et trouver un modèle adapté. Parce que le fonds mine est différent avec les autres fonds du fait qu'il appartient aux générations futures, vous voyez, et qu'il est payé directement par le contribuable dans la redevance minière. Donc, une quotité de la redevance minière. C'est ça, et la deuxième étape qui n'a pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Vous allez continuer l'exemple. C'est par exemple, si Tengue Funkurume fait ses calculs, que pour cette année, ma redevance minière est par exemple de 500 milliards de dollars, plutôt 500 millions de dollars, par exemple, c'est un exemple. Il enlève les 10%, donc 5 millions ou bien 50 millions qu'il verse directement dans les comptes des fonds mines, c'est ça? Exactement. C'est ça. C'est-à-dire en 2018. Et ainsi de suite pour toutes les autres entreprises minières. La redevance minière, elle est calculée à la valeur marchande, c'est-à-dire en termes plus clairs, quand une entreprise a déjà fait de l'exploitation, elle veut par exemple commercialiser. À la sortie de l'enclos, le taux ou le poids, ça dépend aussi de la matière, parce qu'il y a des matières comme les matières stratégiques comme cobalt, coltan, c'est 10% de la redevance minière de la valeur générale. Et c'est la division des mines qui fait ce calcul, comme vous avez donné l'exemple, par exemple 500 millions de dollars. Et dans les 500 millions de dollars, le code minier a réparti déjà. Donc aujourd'hui, dans le secteur minier, il n'y a plus la fameuse question des rétrocessions. Il n'y en a plus. Déjà, le législateur a réglé déjà la base. Donc 50% de cet argent est payé au pouvoir central par l'entremise de la DGRAD, qui fait la note des perceptions. 25% payé à la province par l'entremise de la direction provinciale des recettes. Et 15% est payé à l'entité territoriale décentralisée dans laquelle se trouve l'exploitation minière. Et 10% maintenant, donc si on peut prendre 500 millions comme exemple, 50 millions de dollars
Tenke Fungurume doit payer dans ce compte-là qu'on appelle Fonds minier pour les générations futures. Et ça, c'est pour toutes les entreprises partout où ils se trouvent. Donc le FOMIN, c'est une caisse nationale. Hein, donc il a un caractère national. C'est différent avec les autres rétrocessions, plutôt les autres paiements infranationaux, comme ETD et des provinces. Donc voilà comment le FOMIN existait. Maintenant, depuis 2018, comme il n'y avait pas encore d'organe, il n'y avait pas encore de décret, le cadastre minier avait pris l'initiative, à tort ou à raison, je ne veux pas juger, mais quand même d'ouvrir un compte séquestre. Et nous, la société civile, on avait soutenu parce que déjà, le code était en vigueur, la redevance était prête à être payée. Il fallait quand même qu'on paye quelque chose au FOMIN. Et le cadastre minier avait ouvert un compte séquestre dans lequel l'argent était versé. Après, lors de l'avènement du président de la République, vous vous souvenez de la fameuse lettre prise en janvier 2019 où on a arrêté la gestion des différents fonds de l'État. C'est comme ça qu'on va prendre cet argent et qui va être versé dans le trésor public, dans un sous-compte du trésor public, chose que nous, la société civile, nous n'avions pas vu ça de bon oeil, parce que quand c'était au niveau du cadastre minier dans un compte sur séquestre, c'était possible d'avoir le montant exact qui était là, mais quand ça a été versé dans le trésor public, c'était devenu de plus en plus difficile pour savoir combien est en train d'être payé. Et c'est à partir de cela que cet argent a commencé à être ravitaillé. Mais maintenant, le décret va venir le 25 novembre 2019 pour statuer, organiser, prévoir aussi le fonctionnement du FOMIN. Malheureusement, ce décret a été pris sans tenir compte de la table ronde qu'on était en train de convoquer. C'était à la va-vite. On a été même surpris par la proposition qui était venue du ministre des Mines de l'époque, qui avait déjà transmis le décret à la primature. Je me rappelle, lors d'une audience qu'on a eue avec son directeur de cabinet, il nous a dit qu'il avait déjà transmis le décret et que c'était difficile de retirer le décret. Et nos propositions, c'était comme s'il ne nous a pas écoutés. Et bon, comme vous savez, les politiciens ont des calculs politiques. Malheureusement, ce qui était mis dans ce décret n'était pas ce qui avait été proposé. Voilà. On reviendra en long et en large sur les décrets qui organisent les fonds actuellement. Alors, quelles sont les missions dévolues à ce fonds? Alors, au regard du décret actuel, c'est que le fonds est déjà dilapidé. Donc, je vous donne un exemple. C'est une mission. La mission, elle est claire. Elle est celle que nous partageons. Constituer des ressources pour l'après-mine. Encore, il faut définir l'après-mine. Et au profit des générations futures. Alors, on lui donne 8 objectifs. Et dans les 8 objectifs, je ne peux pas les citer tous, presque 7 objectifs n'ont rien à faire avec les générations futures. Parce qu'on ne s'était pas mis d'accord d'abord sur la définition du concept de génération future. Mais génération future, c'est qui? Est-ce que c'est ceux qui vont naître après nous? Mais c'est quand? Quand est-ce que nous allons dire maintenant nous sommes dans les générations futures? On ne peut pas. C'est-à-dire la génération future doit commencer quelque part. Et nous, la société civile, particulièrement la LITRAS, nous nous sommes inspirés d'un grand philosophe camerounais qui a beaucoup travaillé avec le PNUD, qui a écrit même un livre publié en 1970, De la médiocrité à l'excellence. Pour lui, il a défini les générations futures comme une catégorie de population des générations actuelles marginalisées et victimes d'une mauvaise contribution ou mauvais partage des ressources naturelles. Alors nous, en nous inspirant de cette définition, nous avons réfléchi. Quand vous regardez dans la redevance minière, 50% au pouvoir central, c'est les grandes personnes, les vieux, les adultes. 25% la province, nous savons le gouvernement provincial, majoritairement adultes ou vieux. Regardez aux ETD, là je ne dis rien. On s'est rendu compte que les jeunes ne se retrouvent nulle part dans la chaîne de la redevance minière. Et nous, on s'est arrogé le pouvoir de dire les générations futures, c'est les jeunes et les enfants d'aujourd'hui. Parce que pour préparer demain, il faut préparer aujourd'hui. Un jeune qui est Koulouna aujourd'hui, vous voulez qu'il ait quel type de génération future demain? Donc, si vous investissez cet argent dans la jeunesse actuelle, qui si devient une jeunesse consciente, une jeunesse épanouie,
vous n'aurez plus besoin de préparer les générations futures parce que chaque jeune prendra soin de son enfant, il va le scolariser. C'est en déduction prendre soin des générations futures. Ce qui n'est pas le cas dans le décret parce que si on pouvait même tenir compte du fait que oui, on garde cet argent pour ceux qui viendront demain, ça pourrait être autre chose. Tenez, on dit par exemple le FOMIN peut financer les recherches minières. Monsieur le journaliste, vous êtes expert. L'investissement des recherches minières, c'est un investissement à haut risque. Vous pouvez mettre 10 millions de dollars et vous ne trouvez rien. Mais qui va venir répondre de cet argent dilapidé? C'est un peu ce que nous nous interrogeons. Le ministre des Mines sortant a pris 4 millions de dollars. Soi-disant, c'était pour financer les recherches minières. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de rapport. On a trouvé quoi avec les 4 millions de dollars? Nous avons dit à l'époque au gouvernement que c'était un risque. Il a pris ça dans les fonds miniers. Exactement, et on va y arriver, en violation du décret. Et nous avons dit qu'il est impossible de pouvoir, il est inadmissible de pouvoir suspendre l'avenir d'un fonds pareil qui a été obtenu sur base de la sueur et le mettre dans des investissements à haut risque. Par exemple, on dit que le FOMIN peut financer les infrastructures de base. C'est quoi l'infrastructure de base? Ce sont les routes, ce sont les aéroports. Donc, on peut se réveiller demain, on prend 100 millions de dollars pour réhabiliter une route. Or, le FONER est là, ou pour construire. Donc, on a trouvé qu'il y a de l'ambiguïté. Et nous, dans nos propositions, nous avions des propositions concrètes qui on s'est inspiré d'autres fonds que je vais donner de modèles. Donc, les missions aujourd'hui, les objectifs qu'on a donnés au FOMIN n'encadrent pas avec les générations futures. Ce sont des objectifs de dilapidation de fonds. Apparemment, la litrase, comme c'est constitué de jeunes, pense que c'est des fonds qu'on peut donner aux jeunes seulement. Pas donner aux jeunes. C'est peut-être ça le problème qu'on a. J'ai donné cet exemple il y a environ un mois à l'université de Kinshasa. Notre pays, nous ne connaissons plus de bourse. C'est inadmissible. Avec un pays comme le nôtre, un étudiant commence de l'école maternelle jusqu'à l'université. Le parent paye lui-même, il est conscient. Et demain, vous le demandez d'aimer le pays. Je ne dis pas qu'il doit détester. Parce que si vous voulez qu'un enfant aime le père assume d'abord ses responsabilités. Il le scolarise et en retour, il n'a même pas besoin de sensibiliser l'enfant. C'est ce que nous demandons à l'État, pas en général. Si nous prenons par exemple 1 million de dollars du fonds, l'UNIKIN, supposons que les frais académiques c'est 1000 dollars. Si le fonds prend seulement 1 million de dollars et investit dans l'enseignement, vous savez combien d'étudiants peuvent profiter de ça? 1000 étudiants. Et si le fonds fait ça 5 ans, vous avez 5000 étudiants qui ont été pris en charge par le FOMIN. Par l'État. Par l'État, bien sûr. Pour préparer l'avenir. Exactement. Et si vous prenez ces jeunes-là et qu'ils deviennent, qui pourraient être, peut-être parce qu'il y a des gens qui ont des études, qui peuvent même connaître beaucoup pour la transformation des minéraux naturelles, sur place. Ça réussit en Libye, ça réussit dans beaucoup d'autres pays en Afrique, même au Botswana. Le FOMIN ou le fonds, je ne veux pas parler du FOMIN, il y a des fonds qui existent, l'État vous scolarise à crédit. Vous étudiez à la fin de vos études, vous commencez à rembourser progressivement. Ça peut être un travail vous donné par l'État lui-même ou un autre travail, mais avec un mécanisme mis en place. Et c'était ça la vision que nous avions. On peut envoyer, même on dit, on prend 100 000 jeunes, les amène à l'étranger. On les amène à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, étudier les nouvelles technologies ou autres et revenir. J'ai rigolé avec quelqu'un. La Chine a fait ça. Hein? J'ai rigolé avec quelqu'un. C'était ça la Chine. Les Indes, ils ont fait. Il y a même d'autres pays qui le font. Je ne veux pas les citer. On a organisé dernièrement un grand événement autour de l'Issium de Manono. Et j'ai posé cette question devant les étudiants de géosciences à l'UNIKIN. Il y a combien d'experts en lithium dans notre pays? Il y a combien d'experts en transformation du cobalt? Bon, finalement, à qui appartient notre sous-sol? Pourquoi on ne peut pas avoir des ingénieurs congolais avec des capitaux congolais qui mettent sur pied des entreprises qui transforment, des entreprises congolaises qui transforment sur place? C'est ce que le Botswana a fait. Depuis 2019, le sous-sol Botswana ne sort jamais à l'état brut. Même à l'état transformé au premier degré, il sort presque à l'état fini. Parce que la matière, le prix dépend de la matière finie. Lorsque vous n'avez pas la matière finie, vous n'avez pas de contrôle sur le prix. Et ce n'est pas les capitaux que le Congo manque. Le FOMIN, c'est une bonne ressource. Mais tout ce que nous manquons, c'est quoi? Le capital humain.
C'est par exemple, le fonds norvégien a investi à 62% dans les capitales humaines. Donc, quand ils ont eu leurs ressources, ils ont pris comme la Chine, ils ont envoyé des jeunes étudier à l'étranger, aux États-Unis et dans d'autres pays. Et après leur cursus, ils les ont ramenés au pays. Et ces gens sont revenus. Ont changé. Ils ont changé. Aujourd'hui, quand vous regardez, allez sur Internet, le premier pays le plus développé, c'est le Norvège. Ce n'est pas les États-Unis. Le plus développé. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire ce cycle. Et les enfants, aujourd'hui, au Botswana, c'est la même chose. Et ça sera certainement le fonds pour les générations futures. C'est comme ça, parce qu'il y a une autre partie qui estime qu'il faut garder cet argent. Ouais. Dans un pays comme le nôtre, ouais. Écoutez, c'est un rêve. Voilà. Alors, le ministère du Budget a révélé qu'au premier trimestre de l'exercice budgétaire 2021, environ 23 millions de dollars ont déjà été collectés pour les fonds miniers, mais alors que le comité de gestion n'existait pas encore. Comment vous expliquez ça? Alors, comme je l'ai dit au début, il y a des entreprises qui sont des bons citoyens, hein, s'il faut que je dise ça comme ça, qui ont accepté de payer. Parce qu'au-delà de ces statistiques que je remercie pour avoir données, il y a de 2018 jusqu'en juin 2020, le fonds devrait mobiliser plus de 102 millions de dollars, selon le rapport ITIE. Mais il y a des entreprises qui ne payent pas sur base du principe qui paye mal, paye deux fois. Ouais. Et l'État traînait à mettre sur pied des animateurs. Et malheureusement, c'était un manque à gagner. Moi, je dis c'est possible toujours de récupérer cet argent. Ouais. Parce que c'est un argent que nous estimons que les entreprises gardent pour le FOMIN. Ouais. Donc, les mandataires actuels doivent recouvrer cet argent. Peut-être pas avec pénalité parce que ce n'était pas de la faute de ces entreprises. Mais il faut collecter cet argent. Les notes de débit de la division des mines existent jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut que les mandataires actuels puissent se prononcer sur ça. Cet argent était payé et continue à être payé dans le compte, un compte qui se trouve au niveau du trésor public. Mais à un certain moment, il y avait maintenant 2 ou 3 comptes du FOMIN. Donc le cadastre minier continue à garder le compte qui existait et certaines informations faisaient état qu'il y avait des entreprises qui payaient dans le même compte. L'autre compte qui avait été ouvert existait et il y aurait un autre compte que la BCC aurait ouvert. On n'a pas encore de preuves sur ça. Alors, ce qui a fait que certaines entreprises... Et pourquoi ce désordre-là? Parce qu'il n'y avait pas des animateurs, bien sûr. Donc, il n'y avait personne. C'était comme si le FOMI n'appartenait à personne, comme si l'État n'en avait pas besoin. Or, en réalité... C'est ce qui a fait que le gouvernement Ilon Kamba puisse utiliser 30 millions déjà. Je ne sais pas pour quel besoin. Alors, comme vous revenez sur cette question, c'est que quand vous lisez le décret, l'article 7 du décret stipule que les fonds du fonds minier pour les générations futures sont frappés d'indisponibilité. En français facile, indisponibilité, ça signifie ce n'est pas disponible. C'est ça, indisponibilité. Donc, ce qui n'est pas disponible pour être donc, dépensé. Vous n'allez pas dépenser ça couramment. D'abord, vous-même, animateur du FOMIN. Et l'article 7 alinéa 3 dit oui, ça peut être touché, mais au Conseil des ministres, mais à une condition, que ça puisse être affecté pour remplir les objectifs du fonds minier pour les générations futures. Alors, en décembre, le Premier ministre, Ilon Kamba, le gouvernement, parce qu'ici, je n'ai rien contre le Premier ministre, j'ai été victime d'une sommation judiciaire, peut-être à tort, parce que je n'ai pas accusé le Premier ministre individu, le professeur Ilunga Kamba, mais son gouvernement, lui en tant que chef du gouvernement, ils ont pris la décision de prendre environ 26 millions de dollars pour affecter ailleurs que le besoin du FOMIN. Et ça, en droit, ça s'appelle le détournement des fonds publics. Le ministre des Mines sortant, Willy Kitobo, a fait la même chose.
Au mois de février, il a aussi mobilisé environ 4 millions de dollars du FOMIN affectés à la recherche sans autorisation d'abord du Conseil des ministres et sans que les animateurs du FOMIN eux-mêmes soient en place. Donc nous avons trouvé que c'était une mauvaise gestion et qu'il n'y avait pas péril en demeure. Il fallait laisser cet argent du FOMIN. Quand les animateurs vont venir, ils vont constater qu'il y a de l'argent et ils vont interroger les objectifs du FOMIN et ils vont mettre cet argent à la disposition du fonctionnement du FOMIN. Alors, maintenant que le président de la République a signé l'ordonnance nommant les mandataires du FOMIN, on peut alors espérer que le FOMIN jouera pleinement son rôle. Alors, nous estimons que le président de la République est dans une phase très cruciale de l'histoire de l'exploitation minière et particulièrement du FOMIN. Comme je l'ai dit, depuis plus d'un siècle, nous n'avons jamais eu de FOMIN et le combat de la société civile, entre autres, a permis à ce qu'il y ait ce fonds. Nous avons beaucoup d'attentes. Il a un rendez-vous avec l'histoire parce que des années après, on s'en souviendra toujours de ce moment, du début du FOMIN, de la naissance du FOMIN. Nous estimons qu'avec toute la volonté qu'a le président de la République, nous ne pensons pas qu'il voudrait que l'histoire retienne une page noire. La page noire intervient dans le fait que si le FOMIN continue à fonctionner, s'il va fonctionner, parce que nous on l'a même qualifié de mort-né, et il va fonctionner dans un contexte extrêmement difficile, et l'objectif même pour lequel il a été mis en place, le combat de la société civile aura été fait en vain. Alors voilà pourquoi nous appelons à son bon sens, à sa volonté, et même le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est un animateur du secteur minier, c'est un chevronné. Nous estimons qu'il comprend la nécessité de ce fonds. Il est facile aujourd'hui encore, parce que rien n'est encore perdu. Je l'ai dit dans la conférence de presse dernière, que le président de la République, pour l'intérêt général, il est capable, et c'est possible, de revenir au bon sens, de pouvoir rapporter son ordonnance, qu'on puisse modifier le décret, qu'on dote au FOMIN la structure, la mission, les objectifs qui sont adéquats pour qu'il soit pérennes. Parce que dans le tableau actuel, dans le tableau actuel, peu importe la bonne volonté des animateurs, ils ne peuvent pas bien travailler. Donc le cadre juridique lui-même restreint leur pouvoir. Donc il y a un problème avec les nouveaux animateurs? Nous n'avons aucun problème. Je le dis et je le redirai. Je respecte beaucoup tous les animateurs qui ont été nommés. Mais nous estimons que le cadre, le champ dans lequel ils sont placés, le champ est déjà miné. Il suffit qu'ils bougent un peu, ils seront, eux-mêmes ils vont se retrouver, sauf s'ils viennent bien sûr pas avec le même souci qui nous anime. Parce que nous, le souci, c'est que ce fonds puisse aider effectivement à accomplir les objectifs et venir résoudre un problème réel du paradoxe. Alors, lorsque je lisais, j'ai mené des recherches pour préparer cette émission, je suis tombé sur des écrits des AfriWatch qui réclamaient qu'on puisse nommer les membres du FOMIN, n'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, qu'on nomme, vous encore de la société civile, vous dites on a placé le bœuf, donc la charrue avant le bœuf. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez exactement pour que les fonds puissent parvenir à jouer son rôle? Que ça soit vraiment les fonds miniers pour les générations futures. Oui, AfriWatch, Litraz, COGEP, Publier ce que vous payez et les autres plateformes avec lesquelles nous travaillons, nous avons milité, comme je l'ai dit, c'est un processus. D'abord, on institue ce qui a été fait dans la loi et dans le règlement. Deuxièmement, on prend un décret consensuel, parce que c'est dans le décret qu'on va fixer même les conditions de recrutement. Si vous nommez quelqu'un sur base de considérations politiques, mais qui respecte au moins, qui a un profil adéquat et qui vient avec ce souci, qui trouve les règles déjà bien établies, la personne n'aura pas beaucoup de gymnastique. Et tout cela devrait se retrouver dans le décret. Troisièmement, c'est le mode de recrutement du personnel. Le décret, par exemple, limite à 30 personnes les agents de FOMIN. Mais qui va faire quoi dans les 30 personnes? Parce que le DG peut décider d'avoir un cabinet de 20 personnes
et les 10 autres ont dit ça devient les inspecteurs. Donc vous voulez dire Donc, que le décret n'est pas clair. Le décret n'est pas clair. Il a beaucoup... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Nous reprochons au décret d'abord l'intégralité, c'est-à-dire au niveau, premièrement, de la nature juridique. Le décret, par exemple, vous dit que le FOMIN est régi par la loi de 2008. Nous connaissons déjà beaucoup de problèmes de fonds qui existent, sont faits par cette loi. Parce que la loi, nous savons dans quel contexte la loi de 2008 a été prise sur les établissements publics. Et le FOMIN, nous avons voulu, comme c'est un fonds qui est venu déroger un peu à la règle générale, même au niveau de son ravitaillement, de ses sources. C'est pourquoi nous avons voulu continuer avec cet élan-là. Donc, doter au FOMIN un statut juridique qui est adéquat, qui lui permet de fonctionner d'une manière transparente, avec des règles de bonne gouvernance et surtout avec un organigramme bien clair et établi et qui va faire que les animateurs puissent être redevables. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'ITIE, qui est d'ailleurs une initiative que nous félicitons le président de la République, et surtout, depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, l'ITIE n'a plus de problème que nous avions avant. Les réunions du comité exécutif se font régulièrement et l'année prochaine, il y a la validation. Nous avons voulu que cet élan déjà qui a été impulsé par l'ITIE puisse continuer avec le FOMIN. Tenez, pour la redevance minière, dans les 50% du pouvoir central, on ne peut plus rien changer sur le fonctionnement du pouvoir central. On ne peut plus rien changer sur le fonctionnement de la province. On ne peut plus rien changer sur le fonctionnement des ETD. Mais on peut changer sur le FOMIN. Et c'était ça, c'est encore ça notre donc, combat. Vous demandez, au lieu de demander que le président rapporte son ordonnance, ne pouvez-vous pas demander, exiger qui est, comme je l'ai suivi dans votre point de presse, qui est cet atelier-là avec les parties prenantes, juste pour statuer sur la vision, les objectifs, les missions et autres du FOMIN et imposer ça aux animateurs qui sont déjà nommés. C'est une solution que nous ne rejetons pas. Parce que nous savons que cela, si la modification du décret n'aura pas d'incidence sur la nomination des personnes, c'est-à-dire l'organigramme, il n'y a pas de problème. Les personnes qui sont en place, mais ce que nous allons demander, peut-être c'est aux animateurs de pouvoir, bien sûr, je ne peux pas appeler ça recycler, mais comme je le dis, le fonds a une histoire. Et c'est un fonds, il y a au niveau international ce qu'on appelle les principes de Santiago, les principes généralement acceptables. Donc il y a aussi une plateforme des fonds souverains qui se trouve au niveau international. Tout ça, notre fonds est évalué. Et notre fonds, la RDC, sur base du modèle que nous avons donné, nous sommes aujourd'hui les précurseurs d'un modèle qui n'existe pas trop dans le monde, si je ne peux pas dire qu'il n'a jamais existé. Le modèle du fait que le FOMIN est payé, ravitaillé pas à la base, à la source. Donc c'est le contribuable lui-même qui paye dans la redevance. Dans beaucoup de pays du monde, c'est qu'il paye à l'État et c'est l'État qui rétrocède, qui ravitaille ce fonds-là. C'est comme ça qu'on les appelle les fonds souverains. Et chez nous, l'État a des difficultés pour rétrocéder. Chez nous, c'est compte tenu des réalités que nous avons. Et c'est aussi ce changement politique qui a beaucoup plus d'incidence sur les établissements publics. Vous suivez tout ce débat. Les mandataires, quand ce régime passe, il faut qu'on change des mandataires. Quand il y a une coalition, une autre qui vient. Et si le FOMIN entre dans cette danse-là, nous serons très mal cotés d'abord sur le plan international par rapport à cette plateforme. Et aussi, le fonds ne peut pas résoudre le problème. Donc nous, la société civile, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce qu'on se dirait bon, pourquoi alors on a institué ce fonds? Pourquoi tout ce combat de sensibiliser? Parce que les entreprises n'étaient pas d'accord de payer à la source. Les entreprises voulaient payer la totalité à l'État et que c'est l'État qui devrait s'arranger avec ses démembrements. Mais les entreprises ont accepté et nous sommes d'accord parce que dans ce combat-là, lors de la révision du code minier, on avait fait front. Et ils étaient d'accord et l'État a aussi compris que c'était la raison et il a accepté. Donc c'est tout ce que nous demandons, qu'il y ait cette table ronde, qu'on révisite le décret. Et si les animateurs d'aujourd'hui vont se retrouver que dans les règles, ils sont bien... D'ailleurs, ils seront partie prenante. Parce que c'est très important pour eux aussi de maîtriser ces questions de FOMIN
pour ne pas... parce que la pression, elle est grande. Quand on voit les fonds et on voit les statistiques telles que vous les avez présentées, bien chacun se dit, oui, oui, il y a de l'argent à ce fonds. Non, cet argent, ce n'est pas pour se distribuer. C'est de l'argent pour effectivement investir au profit des générations Alors, futures. moi, je crois que lorsque les mandataires nommés déjà au FOMIN trouvent que pour le premier trimestre, on a déjà récolté 23 millions. Deuxième trimestre, nous ne savons pas encore le montant. Troisième trimestre, nous allons dans un établissement des millions et même des milliards. Et donc, ils peuvent être séduits ou amenés à dépenser. Donc, vous voulez qu'il y ait un cadre de gestion pour orienter et atteindre les missions. Alors, suivons d'abord ce qu'a été votre conférence de presse et après, nous allons revenir. Makuta ya Maendeleo, AfriWatch, publiez ce que vous payez, COGEP, l'ITRAS et la coordination des actions de plaidoyer de la société civile sur les ressources naturelles invite le Premier ministre à redéfinir la vision, les objectifs, les règles de gestion et d'investissement du FOMIN. Selon ces ONG, ne pas le faire, FOMIN sera un mort-né. Elle note ici quelques faiblesses rencontrées dans le décret. Tout en prenant acte de la nomination de ces mandataires, les organisations signataires du présent communiqué insistent cependant sur la nécessité d'une réqualification globale du cadre réglementaire et institutionnel du FOMIN au regard de l'esprit du Code minier révisé en mars 2018. Sans cette réqualification, le FOMIN serait un mort-né. Le cadre réglementaire et institutionnel actuel du FOMIN contient de nombreuses faiblesses et inadéquations qui ne sauraient garantir le partage intergénérationnel des revenus du secteur minier. La société civile se battra pour un fonds minier qui jouera pleinement son rôle. AfriWatch et l'ITRAS se remettent au chef de l'État et au Premier ministre. On lui a écrit plusieurs fois pour lui demander, pour que les gens se mettent autour d'une table et redéfinissent les choses, génération future. Je ne crois pas que le président de la République, avec toute la volonté qu'il a, peut vouloir à ce que lui, en tant que précurseur de ce fonds, après plus d'un siècle d'exploitation minière, puisse démarrer déjà dans un mauvais cadre, dans ce que nous avons qualifié de mort-né. Et nous espérons qu'il est encore temps de pouvoir redéfinir les objectifs, rendre ce fonds viable. Ainsi, pour matérialiser leurs revendications, ces ONG appellent le chef du gouvernement à convoquer un atelier des parties prenantes pour redéfinir de manière consensuelle les objectifs, la structure de gouvernance et les règles de gestion du fonds minier pour les générations futures. Voilà, si vous suivez bien ce reportage, vous demandez quoi exactement au président de la République au stade actuel et au Premier ministre? Au président de la République et au Premier ministre, d'ailleurs au président de la République nous avons déjà écrit, nous avons copié aussi le Premier ministre, nous avons déjà écrit au Premier ministre aussi. Au ministre des Mines aussi? Au ministre des Mines, ministre du Plan qui est le président du comité exécutif. Ils ont nos correspondances, ils peuvent vérifier, même juste après la nomination, nous avons encore écrit pour demander cette table ronde. C'est pour l'intérêt de la nation. C'est pour l'intérêt des générations futures. Il est temps que ce pays, nous puissions mettre l'intérêt général devant. Parce que les hommes passent. Mais lorsque nous mettons sur pied des institutions fortes, et surtout pour le FOMIN, c'est le début. Parce que si le début commence mal, tous ceux qui viendront après n'auront que le mauvais exemple à copier. Et malheureusement, ça sera c'est pas déplorable. Donc nous tous, nous aurons à regretter parce que devant l'histoire, nous dirons que nous avons échoué. Et aujourd'hui, comme je le dis, nous comptons sur la bonne volonté du président de la République de pouvoir lutter contre la corruption, de pouvoir propulser, d'avoir une vision sur ceux qui viendront parce qu'il veut marquer l'histoire et c'est une opportunité qu'il marque l'histoire. Le Premier ministre, son prédécesseur est entré dans l'histoire parce qu'il a pris le décret au moins et lui, il a l'opportunité. Et qu'il est
expert dans les secteurs. C'est un expert. Il vient de la GECAMINE où il a Lui, géré. en tout cas, il doit faire quelque chose. C'est pourquoi nous attendons Et beaucoup parce de que lui. c'est lui qui doit prendre le décret. C'est lui qui doit prendre le décret. S'il Donc, faut modifier le décret. c'est lui qui doit le modifier. Et nous sommes prêts. Et la société civile, nous l'avons dit dans le reportage qui vient de passer, que nous, si c'est dans le cadre de l'organisation, il y a des partenaires, et nous-mêmes, les membres de la société civile, il faut cotiser avec nos poches, nous allons mettre l'argent sur la table, pourvu qu'il y ait cette table ronde avec les experts de la primature, pour qu'on puisse parler même langage, discuter. Nous ne disons pas que nous avons la vérité, mais nous estimons que nous avons au moins une vision parce que nous sommes les précurseurs, nous sommes ceux qui se sont battus pour ce fonds et qu'il y ait un décret qui soit consensuel et qui va garantir la pérennité parce que nous incitons sur la pérennité. Si on ne change pas ce décret, le fonds va disparaître. On va comme les autres fonds. Comme les autres fonds qui ne sont restés que on les ne sent rien là. Et il n'y aura pas de changement. Les routes sont toujours en mauvais état alors qu'il y a les fonnaires. Je ne veux pas entrer dans ce champ-là. C'est vous qui le dites. Voilà. Maître Adrien Mwenyemali, nous avons fini l'émission. Est-ce que vous avez des dernières précisions? Je vous remercie pour cet intérêt que vous avez et c'est aussi une opportunité de pouvoir parler à tous mes camarades jeunes. Chers jeunes, notre pays, le mal de notre pays, c'est son sous-sol. Et je crois qu'il faut que nous regardions d'un œil critique. Regardons tout le contrat qui se signe dans le secteur minier. Je peux prendre un exemple au hasard. Camon à Copper a un contrat de 125 ans. 125 ans. Et lorsque vous regardez 125 ans, c'est nous, c'est nos enfants qui seront aux affaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dans l'histoire du changement climatique et nous avons suivi le sommet de Glasgow. La RDC est la solution. Ce n'est pas la solution encore seulement de la forêt. C'est aussi à cause de la transition énergétique qui dépend du cobalt congolais, qui dépend du lithium congolais. Mais nous-mêmes, les jeunes Congolais, nous sommes où? Voilà pourquoi je nous appelle, chers jeunes. La Litrase, c'est une plateforme où nous échangeons. Nous renforçons les capacités. Parce que nous savons que le secteur minier, c'est un secteur qui est très technique. Donc, pour mener ce combat, il faut avoir des notions élémentaires. Et nous partageons entre nous, bien sûr, nous sommes aidés par nos aînés, qui sont déjà experts. Et c'est une opportunité aussi que nous lançons à tous les partenaires de pouvoir orienter aussi leur aide dans ces secteurs. Parce que si on résout les problèmes du secteur minier, on aura à résoudre tant d'autres problèmes complémentaires. Le gouvernement de la République, je pense qu'il est temps de pouvoir réinterroger l'histoire de ce pays pour voir qu'il n'y a jamais eu de fonds miniers pour les générations futures. Monsieur le Président de la République, vous êtes le précurseur de ce fonds parce que vous venez de nommer les tout premiers mandataires. Donc, en cas d'échec, l'histoire va retenir cet échec et en cas de réussite, l'histoire retiendra effectivement cette réussite qui va inspirer tant d'autres générations. Et nous, les jeunes, comme nous le disons, nous sommes les générations futures parce que l'avenir, on ne cesse de nous chanter. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais c'est ça. Nous devons nous lever pour réclamer à ce que ce fonds minier pour les générations futures, notre fonds, soit géré conformément à la vision que nous portons. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Adrien Mwenyemali, président de la Litrase. Merci d'avoir été le nôtre ce jour. Et c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. La suite au prochain numéro. Au revoir.